Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors si Churchill est l'allié avec lequel De Gaulle se dispute sans cesse, vous avez compris, Roosevelt, c'est autre chose. Roosevelt, c'est un adversaire. Pas un ennemi, un adversaire. Les États-Unis combattent Hitler, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas si évident que ça, mais je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. De Gaulle combat Hitler, donc objectivement, ils appartiennent au même camp. Mais politiquement, diplomatiquement et parfois même personnellement, et j'allais presque dire souvent d'ailleurs, les relations entre les deux hommes sont désastreuses. Et c'est peut-être le conflit le plus méconnu de toute la Seconde Guerre mondiale, même si avec ce qu'on vit aujourd'hui, les historiens font ressortir quand même plus de choses. Contrairement à une idée répandue, les États-Unis n'ont jamais été naturellement favorables à De Gaulle. Et j'allais presque dire au contraire. Pendant plusieurs années, Washington va tout faire ce qui est en son pouvoir pour limiter son influence, l'écarter des grandes décisions, lui préférer d'autres interlocuteurs français. Et pas simplement Roosevelt lui-même, mais quasi toute l'administration américaine, sauf Eisenhower. On le verra un peu plus tard. Pour comprendre cette hostilité, il faut revenir au début de la guerre. Quand la France s'effondre en juin 1940, les États-Unis ne sont pas en guerre. Roosevelt soutient moralement les démocraties européennes, mais l'opinion américaine demeure profondément isolationniste. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont encore très présents, et il ne faut pas oublier une chose, Roosevelt va préparer sa réélection. Une grande partie de la population refuse toute implication dans un nouveau conflit européen. Et donc Roosevelt avance avec prudence, très grande prudence même. Pendant près de 18 mois, les États-Unis vont rester officiellement neutres. Je dis officiellement parce que, évidemment, il y a des arrangements et des machins. Il y a aussi des discussions avec les troupes de l'Axe, avec l'Allemagne nazie. Faut pas non plus oublier ça. Mais ce n'est qu'après Pearl Harbor, en décembre 1941, qu'ils vont entrer pleinement dans la guerre. Cette situation influence profondément la vision américaine de la France. Pour Roosevelt, l'objectif principal, c'est de maintenir un maximum d'options ouvertes. Là encore, ce n'est pas des stratèges forcément militaires à ce moment-là, on est dans la stratégie quasi économique. Et avec les États-Unis, il faut toujours penser avec cette vision-là, la stratégie économique. Qu'est-ce qui économiquement les avantage ? Encore aujourd'hui, jusqu'à hier. Voilà. Or, en 1940 et 1941, Philippe Pétain bénéficie encore d'un immense prestige international. Aux yeux de beaucoup d'observateurs étrangers, évidemment, il n'est pas encore le symbole de la collaboration. Il est le vainqueur de Verdun. Il est le vieux maréchal respecté, l'homme qui prétend protéger les Français après la défaite. Roosevelt lui-même éprouve aussi une certaine estime pour sa personne. Et les États-Unis maintiennent des relations diplomatiques avec Vichy pendant une longue période. Je vais vous lire un extrait d'une lettre écrite par Roosevelt à Pétain 3 semaines avant le débarquement en Afrique du Nord. D'ailleurs, la lettre est à tel point que Churchill, alarmé par les conséquences politiques en cas de publication de cette lettre, va proposer des coupes destinées à la rendre moins chaleureuse. Washington, 15 octobre 1942. Voilà ce qu'écrit Franklin Roosevelt à Pétain. Mon cher vieil ami, je vous adresse ce message non pas en tant que chef de l'État américain ou chef de la République française, mais aussi en tant qu'ami et camarade des grands jours de 1918. Lorsque votre gouvernement conclut par nécessité armistice de 1940, il était impossible pour quiconque de prévoir le programme de systématique destruction que le Reich allemand infligerait au peuple français. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'ultime et le plus grand objectif est la libération de la France et de son empire du joug de l'Axe. Je n'ai pas davantage besoin de vous affirmer à vous, héros vénérés de Verdun, que les États-Unis d'Amérique ne recherchent pas de territoire et se souviennent toujours de l'amitié historique et de l'aide mutuelle que nous nous sommes apportés. Je vous adresse et à travers vous, au peuple de France, mes cordiales salutations, ainsi que mon profond espoir que nous entrerons tous dans des jours meilleurs. Votre ami Franklin Roosevelt. Et quand on voit ce document, il paraît évident que le maréchal Pétain aurait été accueilli en triomphe par les Anglo-Américains s'il avait décidé de rejoindre l'Afrique du Nord en novembre 1942. Et donc on imagine sans peine ce qui serait advenu du général de Gaulle et de son mouvement.
Eh bien, cette stratégie conduit naturellement Roosevelt à considérer De Gaulle avec méfiance. C'est vrai parce que pour les Américains, c'est qui De Gaulle? Un général peu connu, déchu de ses droits et de son grade, condamné à mort par contumace, j'y reviendrai tout à l'heure, sans mandat effectif, sans mandat électif, sans territoire, sans véritable armée. Un homme qui prétend parler au nom de la France alors que l'immense majorité des Français suit encore Pétain. Du point de vue américain, la situation est donc pas évidente. Et Roosevelt se persuade progressivement que De Gaulle représente davantage un problème qu'une solution. Jugement sévère, vous me direz, mais il est constant. Le président américain voit en lui un personnage autoritaire, intransigeant, nationaliste, difficile à contrôler surtout. Il supporte pas son ton, son assurance, son refus permanent des compromis. Et surtout, il ne comprend pas ce qui constitue précisément la force du général, sa volonté d'indépendance. Ça, c'est un truc qui insupporte les Américains. Le président américain raisonne en chef de coalition. De Gaulle raisonne en chef national. Les deux hommes parlent souvent de la même guerre, mais jamais dans la même langue politique. Et cette incompréhension devient rapidement un affrontement. À mesure que les États-Unis prennent le leadership du camp allié, Roosevelt va chercher des interlocuteurs français plus dociles, des hommes plus malléables, plus faciles à intégrer dans les plans américains qui existent là maintenant. Le candidat idéal semble alors être le général Giraud. L'histoire de Giraud est assez impressionnante, il faudra revenir dessus. Évadé d'Allemagne, patriote incontestable, militaire respecté, mais surtout beaucoup moins encombrant que De Gaulle, qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, c'est pas son truc. Et Washington commence à imaginer une solution. Pourquoi ne pas faire de Giraud le principal représentant français ? Pourquoi continuer à supporter un De Gaulle qui conteste sans cesse les décisions américaines ? Et donc pendant plusieurs années, cette idée devient quasiment une obsession pour les Américains, qui multiplient les tentatives pour construire une alternative gaullienne. Mais ils passent leur temps à ça. Mais ils commettent une erreur fondamentale. Ils confondent prestige militaire et légitimité politique. Giraud, incontestablement, possède le premier, le prestige militaire. La légitimité politique, faut oublier. De Gaulle, lui, possède les deux, ou en tout cas plus exactement, il est en train de construire la seconde. Et pendant ce temps-là, les humiliations se multiplient. De Gaulle est tenu à l'écart de toutes les grandes conférences internationales. On refuse de le considérer comme un chef de gouvernement. On l'informe tardivement quand on l'informe de décisions majeures, souvent quand elles ont été prises d'ailleurs. Et c'est particulièrement visible au moment du débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942. L'opération Torche constitue là un tournant majeur. Les Américains débarquent au Maroc et en Algérie. Pour la première fois, ils interviennent massivement dans l'espace colonial français. Et c'est là que les tensions explosent. C'est l'épisode le plus révélateur. Après ce débarquement, Roosevelt veut organiser l'avenir politique français sans De Gaulle. En tout cas, avec un De Gaulle réduit à un rôle secondaire. Le général est même convoqué, il faut imaginer ça, il est convoqué en Algérie. Et ce qu'il découvre ressemble plus à une mise sous tutelle qu'à une rencontre entre alliés. Parce que les Américains, en Algérie, contrôlent tout. Les installations, les communications, l'organisation, l'atmosphère même. Comme si l'Algérie française était devenue une extension du territoire américain. Comme si l'avenir de la France pouvait être décidé sans les Français. De Gaulle le ressent immédiatement, il en éprouve une colère extrêmement froide, l'épisode atteint parfois des sommets presque surréalistes. Selon plusieurs témoignages qui sont rapportés ultérieurement, les services américains craignent tellement De Gaulle que des tireurs d'élite sont positionnés autour des endroits où il se rencontre officiellement, le président américain et De Gaulle. Il y avait des tireurs d'élite derrière les murs, et les fenêtres. Il faut quand même imaginer ça. Ils avaient tellement peur de lui, totalement à la masse. Et le simple fait que de telles précautions soient jugées nécessaires montre à quel point la méfiance règne entre les alliés. On est quand même loin de l'image romantique d'une coalition parfaitement unie, loin du jour le plus long. Le sommet d'Anfa, à Casablanca, en janvier 1943, symbolise parfaitement cette situation. La fameuse photo, vous savez, la poignée de main entre De Gaulle et Giraud, qui a été totalement fabriquée. En fait, on les a obligés à faire ça. Anfa, c'est la banlieue de Casablanca, au Maroc. Eh bien, cette photo, cette réunion, ce sommet a pour but de préparer la stratégie alliée après la guerre.
Et De Gaulle refuse la proposition de Roosevelt de créer un triumvirat de généraux français, Giraud, Georges et De Gaulle, ce qui était une manière de le neutraliser lui. Alors Staline était invité, mais il a refusé d'y participer. Et donc Roosevelt et Churchill veulent imposer une coexistence entre De Gaulle et Giraud. Une sorte de direction française bicéphale. Alors, sur le papier, vous me direz, c'est pas idiot, ça peut paraître raisonnable. Mais dans la réalité, c'est totalement absurde, parce que cette idée-là ignore une donnée essentielle. Les deux hommes n'incarnent absolument pas la même chose. Giraud, c'est une solution administrative. De Gaulle, lui, c'est une vision politique. Alors Giraud est un excellent officier, mais De Gaulle est devenu un symbole. Or, les symboles sont plus puissants que les grades. Roosevelt et ses conseillers veulent organiser l'avenir politique français sans lui, ou au minimum contre lui, et dans les périodes révolutionnaires, il ne faut pas oublier que c'est la politique qui finit presque toujours par l'emporter sur l'administration. Roosevelt ne le comprend pas, les Américains ne comprennent rien à ce genre de choses, en tout cas ils refusent de le comprendre. Pendant encore des mois, il tente de contourner le général, mais plus il essaie de l'affaiblir, plus De Gaulle renforce sa position. Pourquoi ? Parce que chaque attaque américaine confirme précisément ce que De Gaulle répète depuis 1940. La France risque d'être traitée à nouveau en pays occupé, comme un pays vaincu, comme un simple territoire à administrer, comme une puissance secondaire. Et cette perspective lui est insupportable. Elle l'est d'autant plus qu'il découvre rapidement un projet extrêmement inquiétant. Ce projet, c'est l'AMGOT, qui est un acronyme pour Allied Military Government of Occupied Territories. Le principe est simple, pour faire simple, les territoires libérés par les armées alliées doivent être administrés par les alliés eux-mêmes. C'est ce qui fonctionne déjà en Italie. Dans l'Italie de 1943 qui commence à être libérée, etc. C'est exactement ça qui va se passer. Roosevelt envisage sérieusement de l'appliquer à la France. Il a fait fabriquer des billets de banque. Tout est prêt pour administrer totalement le pays. Autrement dit, au moment où les Français se libèrent, il pourrait être administré par une structure anglo-américaine. Et pour De Gaulle, c'est une catastrophe, une humiliation nationale, une négation pure et simple de la souveraineté française. À partir de ce moment, le conflit devient alors là frontal. Le général ne se bat plus seulement contre Hitler, là il se bat pour empêcher que les vainqueurs traitent la France comme une nation de second rang. Et c'est probablement là que se joue sa plus grande victoire diplomatique. Parce que quand arrive la libération, l'AMGOT ne sera finalement jamais appliquée. Parce que malgré Roosevelt, malgré Giraud, malgré les pressions américaines, malgré l'AMGOT, malgré son isolement, De Gaulle finit par imposer l'idée d'un gouvernement français exerçant son autorité sur un territoire français libéré. Quand Paris est libéré en 1944, ce ne sont pas des administrateurs américains qui prennent le pouvoir, c'est le gouvernement provisoire de la République française. La bataille de la souveraineté est gagnée. Roosevelt ne reconnaîtra jamais sa défaite. Jusqu'à sa mort en avril 1945, il va conserver une profonde méfiance envers De Gaulle. De son côté, De Gaulle n'oubliera pas non plus les tentatives américaines qui visent à contourner la France. C'est une expérience qui va marquer sa pensée durablement. On retrouve déjà là les racines de la politique étrangère qu'il va mener plus tard, l'indépendance nationale, le refus des blocs, la méfiance envers toute tutelle étrangère, la conviction que la France ne peut exister que si elle parle d'une voix libre. Ça nous change. Au fond, Roosevelt et De Gaulle poursuivent deux projets totalement différents. Le président américain veut construire un nouvel ordre mondial organisé autour de grandes puissances, d'où l'Europe, d'où la construction européenne, d'où Jean Monnet, j'y reviendrai un jour. En tout cas, dans le bonus, le général veut empêcher que la France disparaisse de cet ordre nouveau. Il y en a un qui pense en architecte du monde, l'autre en gardien d'une nation. Et le choc ne pouvait être qu'inévitable, évidemment. Mais tandis que Roosevelt cherche à remodeler l'après-guerre, il y a un autre homme qui observe tout ça depuis le Kremlin. Un homme encore plus puissant, encore plus redouté. Et peut-être le seul dirigeant étranger qui, malgré leurs différences, va comprendre réellement De Gaulle. Cet homme, vous le connaissez, c'est Joseph Staline.